Et après ce documentaire, nous retrouvons nos invités sur le plateau de Public Sénat. Marina Julienne, la réalisatrice du documentaire. Bonsoir et merci d'être avec nous. Jean-Jacques Azan, le président de la FCPE, l'une des principales fédérations de parents d'élèves. Sébastien Cyr, professeur des écoles, comme on dit. Bonsoir. Vous avez aussi été longtemps secrétaire général du SNUIP, le syndicat unitaire des instituteurs et professeurs des écoles. Et puis Marie Durubella, sociologue spécialiste des questions d'éducation. Merci à tous d'abord d'être là. La tradition veut qu'on commence toujours par le réalisateur du film. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous intéresser à l'école d'aujourd'hui? Je crois que vos 3 enfants, ils sont pour quelque chose. Oui, effectivement, j'ai 3 enfants, donc 2 plus grands, 19 et 16 ans, et un plus petit qui a 6 ans. Et j'ai été très frappée parce que donc les 3, on n'a pas changé de quartier, on est resté dans la même école. Et à 10 ans d'intervalle, je n'ai pas reconnu la maternelle. C'est-à-dire que, effectivement, notre fils revenait en disant que la journée, qu'est-ce que tu fais? Je travaille. Donc il n'y avait pas de jeu. Donc j'ai d'abord pensé que c'était peut-être cette maîtresse. Après, je me suis dit, c'est peut-être cette école. Et puis, j'ai commencé à me renseigner. J'ai rencontré notamment des chercheurs, donc Christophe Joignot, qui est universitaire et qui faisait une étude sur justement l'utilisation des fiches en maternelle et comment... c'est frappant d'ailleurs dans le documentaire. Voilà, il y a de moins en moins d'activités de manipulation, d'activités créatrices, de dessins libres, par exemple, il n'y en a quasiment plus. Ça m'a vraiment frappé, mais dès la moyenne section, c'est-à-dire que on colorie des photocopiés, on colorie les saisons, on remplit des fiches, et il n'y a quasiment plus d'espace pour le jeu. Oui, la liberté est bien loin. On est tous ici sur ce plateau. Qu'est-ce que vous avez pensé les uns et les autres du constat qui est dressé dans ce documentaire? Je vais peut-être commencer par vous, Sébastien Cyr, puisque vous êtes professeur des écoles. Professeur des écoles et toujours secrétaire général du SNUIPP, qui est le principal syndicat des enseignants. Mais écoutez, ce reportage livre un témoignage assez lucide sur ce qu'est notre école française. On voit à la fois qu'elle a des faiblesses, elle est sélective, elle est inégalitaire dans le sens où elle laisse sur le bord du chemin 15 à 20% d'élèves en grande difficulté à la sortie du CM2, notamment sur la compréhension de la lecture, la compréhension de l'écrit, où on voit que les écarts entre les faibles et les forts sont de plus en plus importants, et sur également la confiance en soi des enfants, cette capacité qu'ils ont à répondre. On voit que dans les tests internationaux, les élèves français sont ceux qui préfèrent se taire plutôt que de se tromper. Ce qui donne un petit peu une image de ce qui est véhiculé en fait dans notre système éducatif. C'est un système donc qui a des défauts, mais qui a aussi des qualités. Et on le voit d'ailleurs à travers le reportage. L'engagement des enseignants dans leur capacité en fait à essayer de toujours aider à réussir, grandir, s'épanouir les élèves, et puis les parents. Moi je pense qu'il y a ici, on a un point d'appui extrêmement important sur lequel notre école doit travailler. C'est la confiance, le lien avec les parents. On voit bien qu'il y a une dynamique aujourd'hui à créer dans la capacité d'avoir confiance envers l'école et d'aider justement ces élèves à progresser. Alors tout ça, on est d'accord avec vous. Est-ce que ce qui ressort quand même de ce film, c'est une pression? On a l'impression qu'il y a une pression sur les enseignants, une pression sur les élèves, une pression sur les parents. On ressort quand même de ces 52 minutes en disant... C'est pas évident, l'école d'aujourd'hui est beaucoup plus dure que ce qu'elle était avant. La pression sur l'école, c'est celle de la société. Nous ne sommes plus dans cette société d'il y a 30 ou 40 ans où, comme disait François Dubé, les cancres poétiques, ceux qui étaient au bord du radiateur, qui sortaient de l'école sans le certificat d'études, avaient l'assurance de trouver en fait un emploi. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle société où le diplôme est extrêmement important dans la réussite professionnelle, et donc on voit bien que le problème de notre système éducatif, ce sont les sorties sans qualification, ce sont les sorties sans diplôme, et donc cette pression-là, cette réalité-là, elle pèse fortement, et elle pèse dès les premières années de la scolarité, dès l'école maternelle, tout simplement parce que dès l'école maternelle, sont déjà en germe les inégalités ou les difficultés scolaires. Donc c'est cela aujourd'hui que traduit ce reportage, et c'est cela le défi de notre système éducatif. Marie Durubella, vous qui êtes sociologue, vous êtes d'accord, cette pression, elle vient d'abord de la société quand on la ressent j'allais dire, sur toutes les strates de l'école?
Oui, bien sûr, l'école, elle est nichée dans la société. En même temps, bon, l'école elle-même, son fonctionnement, il faut aussi l'interroger. Bien sûr, c'est trop facile de dire c'est la faute à la société. Ce qui est assez frappant dans le documentaire, c'est de se dire, on a mis toute notre confiance en l'école en France pour créer un monde plus juste. Enfin, lisons les inventeurs de l'école républicaine. Et ça fait mal, quoi. On se dit, mais l'école, elle est victime de son succès. On lui fait tellement confiance qu'on lui balance, si vous me permettez l'expression, toute la sélection qu'il y aura après. Or, en fait, elle n'est pas faite pour se rappeler pourquoi elle est faite. Elle n'est pas faite pour ça, non. Il faudrait vraiment revenir à l'idée que l'école pour tous, elle n'est pas faite pour faire de la compétition. C'est ça qui est frappant, cette pression, cette compétition. Je ne suis pas contre la compétition, mais dans le supérieur, ok, ou plus tard. Mais là, on se dit des tout petits. Vraiment, moi, c'est ce qui m'a frappé, c'est que la compétition envahit, et on le retrouve, on y reviendra sans doute, dans le programme de certains partis, où c'est la concurrence entre écoles, etc., qui est mise en avant, quoi. Jean-Jacques Hazan, votre vision à vous de ce documentaire en tant que président d'une fédération de parents d'élèves, d'une importante fédération de parents d'élèves. Oui, notre fédération a 320 000 familles adhérentes, donc ça fait beaucoup. Je pense qu'on voit bien dans ce documentaire que notre école n'est pas franchement la plus bienveillante du monde. Qu'elle est beaucoup axée sur de la sélection, sur de l'évaluation qu'on appelle nous maintenant évaluationniste, parce qu'il faut tout évaluer tout le temps, mettre de la pression maximale. On va en parler vraiment à un moment de ça. Et il y a quand même, on l'a vu et puis on l'a analysé dans les différentes enquêtes, 70% des collégiens arrivent au moins un jour par semaine avec le mal au ventre en allant au collège. Et puis quand ils reviennent, c'est pas mieux. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec la sale note qu'ils ont eue et puis avec les devoirs à faire. Et tout ça ne donne pas beaucoup envie d'y retourner. Mais vous voyez ce que je veux dire quand je dis que, en regardant ce documentaire, on a l'impression que tout le monde subit cette pression. C'est-à-dire qu'effectivement, vous qui êtes président d'une fédération de parents d'élèves, vous dites bah, les élèves vont parfois à l'école avec la boule au ventre, ils sont pas bien. Mais on a l'impression que les professeurs des écoles aussi, pour eux, c'est pas facile. Enfin voilà, et que les parents non plus. Donc parfois on se dit mais d'où elle vient cette pression? Alors vous dites de la société, certainement, mais pas seulement. Enfin. Non, il y a une pression qui vient du système éducatif français. Je veux dire, notre système est bien trop élitiste et laisse largement sur le bord du chemin des élèves. Si on veut transformer les choses et si on veut transformer tout ça, il faut transformer la relation pédagogique en classe. Et donc ça veut dire qu'il faut arrêter de renvoyer toujours le travail à l'extérieur. Et c'est pour ça que nous on dit qu'il faut en finir avec les notes, les devoirs et les redoublements. Et se fixer sur ce qui doit se passer en classe, parce que l'essentiel du travail doit être fait là, et c'est dans la classe que l'essentiel des choses doivent se faire. Et qu'on peut arriver à avoir des enfants qui coopèrent, un travail coopératif, et pas un travail où chacun est là pour soi, il faut pas copier, tu seras noté tout seul, et puis c'est tout. Alors que dès qu'on va dans le monde du travail, on demande des gens autonomes et qui savent travailler les uns avec les autres. C'est pas avec ce qu'on voit dans le film, malheureusement, qu'on y arrive. C'est triste. On va s'arrêter, puis je vais vous demander vraiment votre avis sur le constat aussi. Est-ce que, premièrement, on demande effectivement trop de travail, à la fois en horaire et en quantité, aux élèves? Je vous en prie, Sébastien. C'est la nature de ce que l'on demande en fait. L'école, elle doit surtout offrir des temps de qualité aux élèves, et que ça soit dans les apprentissages, dans la capacité des élèves à avoir des temps pour pour découvrir le monde, pour le langage. Et aujourd'hui, ce qu'il manque à l'école, effectivement, c'est ce temps, cette pression extrêmement importante qu'on met sur les élèves. Elle ne permet pas véritablement d'avoir des temps où on va travailler en atelier, travailler sur le langage, découvrir des œuvres, faire des sorties. Ça existe, les classes de découverte, les projets pédagogiques se font, les enseignants ont des idées et ils essayent de les mettre en place. Mais aujourd'hui, l'école est confrontée à des discours contradictoires. On a parfois, on le voit par exemple sur ce qui se passe sur l'école maternelle, on est toujours en train d'opposer bien-être et bien apprendre, comme si l'un nuisait à l'autre. Alors que aujourd'hui, on le voit bien, ce sont, je dirais, les deux vont de pair. Ce sont les deux versants en fait d'une même pièce qui contribuent justement au développement sensoriel, intellectuel, culturel des élèves. Et c'est ce à quoi nous devons travailler aujourd'hui. Alors on va écouter Sandrine, la professeure des écoles, qui parle de tout ce qu'elle doit faire intégrer à ses élèves de CE1. Et c'est vrai que parfois ça donne le tournis. Avec les programmes 2008, on nous demande la maîtrise de la technique opératoire de l'addition, de la soustraction, les multiplications, table de 2, de 3, de 4, de 5 et bien sûr multiple de 10, et puis divisé par 2 et par 5.
Et alors le problème qu'on a, c'est qu'en fait, on demande déjà une certaine forme d'efficacité, puisqu'on propose ce type de problème en évaluation à des enfants qui ont encore besoin de beaucoup manipuler et de faire des distributions. Il y a plein d'erreurs dans les cahiers. Je dis bah oui, la notion n'est pas acquise. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on n'a pas encore assez manipulé pour que les élèves ressentent vraiment et prennent vraiment conscience du sens de ce que ça veut dire kilo, que ça représente 1000 fois le gramme, 1000 fois le mètre, etc. On est obligé d'entrer plus vite dans des activités papier-crayon. Marie Durubella, vous qui êtes sociologue, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Sébastien Cyr, c'est qu'il y a une opposition entre bien-être et bien apprendre? On le voit dans les comparaisons internationales. La France est quand même un des pays où les élèves disent le plus souvent qu'ils sont humiliés à l'école, que leurs relations avec leurs enseignants ne sont pas bonnes, etc. Donc je pense qu'en France, on est victime, pour rebondir sur ce que disait cette maîtresse des écoles, cette professeure des écoles. Sandrine. Oui, voilà, Séverine. On a toujours l'idée que la précocité, c'est un signe de brillance et que plus on sélectionne tôt, plus on va détecter des talents. Ça, c'est un modèle très très ancien. C'est le modèle du lycée d'il y a 50 ans. Donc ça, c'est une remarque qu'on peut faire. Une autre remarque qu'on peut faire quand même, c'est pour répondre à votre question, est-ce qu'on apprend trop? Je pense qu'en France, ce qui est très typique, je pense que tout le monde sera d'accord, c'est que le temps scolaire est mal réparti. C'est qu'aussi il est beaucoup plus dense. Et donc c'est ça aussi la pression. C'est qu'on a une mauvaise gestion du temps. On va y venir, parce que ça c'est important. Moi je voudrais avoir votre avis aux uns et aux autres sur les temps scolaires, sur les fameux rythmes scolaires dont on ne cesse de parler. Bon, a priori, on va faire un sort à la semaine des 4 jours. Enfin, c'est l'impression générale, non? On espère, nous, on a relancé cette campagne en février 2009 pour dire que ça suffisait comme ça la semaine des 4 jours. Il a fallu quand même un petit peu de temps pour que les députés, à l'unanimité des partis, disent que c'était pas bon. On a fini par obtenir une conférence générale des rythmes scolaires où tout le monde s'est exprimé, où personne ne défend le modèle actuel. Personne. Ça c'est clair. Oui, sauf que le ministère qui est toujours en place et qui prend toujours les décisions a décidé qu'il l'a gardé quand même. C'est-à-dire que c'est totalement... Il n'y a pas une liberté à nouveau des différents établissements scolaires La liberté, vous l'avez toujours, sauf qu'à partir du moment où, de toute façon, on propose rien de construit, et puis qu'on dit il va falloir un vote, et puis il va falloir que vous construisiez un projet... Donc vous, en tant que fédération de parents d'élèves, vous dites clairement retour à une semaine de quoi? De 4 jours? Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de journée en primaire de plus de 5 heures de classe par jour. Et qu'au secondaire, on s'en tienne à 6 heures. Et exceptionnellement au lycée, parce qu'il y a des choses qui sont compliquées, 1 heure de plus. Donc, avec 90 minutes de pause le midi, ce que les élèves n'ont pas en secondaire. Il y a quand même c'est très courant qu'ils aient une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est-à-dire parfois moins que ce que nous, dans le Code du travail, on a. Donc il faudrait que le Code de l'éducation soit un peu plus protecteur pour les élèves, au moins autant que le Code du travail ne l'est pour les salariés. Semaine de 5 jours, et j'imagine donc une réduction du temps des vacances, pour un allègement de la journée de travail. Comment vous l'envisagez globalement? Globalement, oui, il faut plus de jours de classe et moins d'heures de classe par jour. Et qu'il y ait une alternance entre un nombre de semaines de classe et un nombre de semaines de congé. Tout le monde était favorable à une alternance entre 7 semaines de classe, 2 semaines de congé. Ça n'a eu lieu qu'une seule fois. Personne ne va dire voilà comment ça s'est passé au bilan, puisque en fait une fois ça suffit pas vraiment pour faire les choses. Mais ce qu'on sait, c'est que là aujourd'hui on surcharge les jours. Notre journée de classe est la plus chargée d'Europe. Marina, Julienne, quand vous avez justement fait votre enquête à la fois en France et puis en Finlande, j'imagine qu'on vous a beaucoup parlé de ça, non? Sans cesse de ces journées. Voilà, je voulais juste citer 2 chiffres. En France, en primaire, on a 860 heures de cours sur 144 jours. En Finlande, c'est 608 heures sur 188 jours. Voilà. C'est-à-dire que quand même en primaire, ils ont 250 heures de moins que nous, c'est énorme. Et tout ça étalé sur beaucoup plus de jours. Beaucoup plus étalé sur beaucoup plus de jours. Et puis ensuite, quelque chose, alors là, c'est en tant que parent, la sieste est maintenant interdite en maternelle à partir de la moyenne section. C'est-à-dire que quand vous demandez dans une classe de moyenne section, donc les enfants, ils ont 4 ans, on dit, est-ce qu'ils peuvent se reposer un petit peu après l'heure du déjeuner? On vous répond, c'est interdit. On vous répond même plus, il n'y a pas assez de place, on est désolé, voilà, on manque d'espace, il n'y a pas de lit. On m'a pas répondu ça, mais en l'occurrence, il faut un peu la sieste. Je crois qu'on est un peu dans un délire. En Finlande, ils font la sieste jusqu'à 6 ans. Et après, on se plaint d'avoir des enfants agités à l'école. Épuisés, oui. Sébastien, est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Est-ce que, par exemple, les enseignants sont prêts à avoir des vacances plus courtes? Parce qu'on se demande tous pourquoi ça bloque. Et on se dit qu'il doit y avoir, entre guillemets, des lobbies qui bloquent à un moment. Parce que c'est pas possible que le gouvernement ne prenne pas les décisions
juste pour pas prendre les bonnes décisions. La question des rythmes scolaires, et je dirais même la question des rythmes de l'enfant, parce qu'il faut prendre dans toutes leurs dimensions, c'est un débat qui est compliqué parce que ça met en jeu des acteurs qui ont parfois des intérêts inconciliables entre eux. On parle du lobbying des lobbies touristiques concernant les vacances et le zonage, par exemple. On peut parler également des collectivités locales. L'école primaire est en lien direct avec les municipalités qui ont à gérer les locaux, et c'est une véritable problématique. Je pense que les enseignants sont prêts, tout à fait prêts et disposés à changer les rythmes scolaires à partir du moment où ça va profiter aux enfants. C'est leur engagement. Le souci, c'est qu'il va falloir qu'il y ait un véritable débat pour qu'on ait une cohérence des temps entre les temps scolaires et les temps périscolaires. Si nous raccourcissons les journées d'école, les élèves vont finir l'école à 15h30. Que ferons-nous des enfants à 15h30 quand la plupart des familles travaillent? Ce temps-là va s'ouvrir et il sera de la responsabilité des collectivités locales. Et il faut que les mairies aient à ce moment-là les moyens de prendre en charge les élèves sur ce temps-là, en offrant un temps éducatif de qualité, avec des animateurs formés dans des locaux adaptés à leurs besoins physiologiques. Donc on voit qu'il y a véritablement là un vrai débat sur la prise en charge, mais que ce débat, il doit être mené avec tous les acteurs pour que dans toutes les écoles, sur tout le territoire, on ait et on offre des temps éducatifs riches à tous les élèves. D'accord que ça traîne, enfin quand je dis ça traîne sérieusement. C'est-à-dire qu'en attendant, les enfants trinquent, ils sont à l'école, ils ont des journées immensément longues et ça traîne. Enfin, alors d'accord, c'est pas évident de se mettre d'accord entre les collectivités locales, les différents lobbies du tourisme, ou si vous, enfin, je vous comprends très bien. Mais en attendant, il y a des générations et des générations d'enfants qui continuent à aller à l'école avec des rythmes insupportables. C'est le souci. Alors nous payons un petit peu la décision de Xavier Darcos de supprimer le samedi matin de manière unilatérale. Et donc là, il y a un désaveu complet de la part de tous les acteurs sur des rythmes qui ne sont imparfaits. Et il y a effectivement nécessité de remettre à l'endroit, je dirais, les rythmes scolaires et les rythmes éducatifs des enfants. Alors il y a un autre constat dans ce film, c'est que l'égalité des chances, la fameuse égalité des chances dont on nous parle beaucoup, n'est qu'une illusion. Plus on vient d'un milieu social favorisé, plus on a de chances de s'en sortir avec l'école d'aujourd'hui. Alors justement, Marie du Rubella, vous qui êtes sociologue, ça, c'est quelque chose qui est symptomatique de notre école aujourd'hui? Ce n'est pas typique à l'école française. Dans tous les pays de niveau de développement comparable, on a ce constat. Simplement, c'est un peu plus marqué dans notre pays. Il ne faut pas non plus... C'est pas terriblement plus marqué, mais c'est un peu plus marqué dans notre pays. Dans tous les pays, pourquoi? Parce que les enfants arrivent à l'école déjà inégaux. Tout ce qui se passe dans la famille entre 0 et 3 ans, ce n'est pas un détail. Non, les parents ont des ressources intellectuelles et matérielles inégales. Et ça va se traduire, évidemment, par des inégalités entre les enfants. Et surtout, le drame, c'est que l'école ne le compense pas. Alors voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Voilà. Parce qu'on voit bien qu'en Finlande, par exemple, les inégalités se compensent. Mais je pense que la Finlande, il faut qu'on arrête avec la Finlande. Ah, bon, c'est un mythe. Non, mais c'est pas que c'est un mythe, ça mais je veux dire, en Finlande, en Finlande, il se passe plein d'autres choses que ça. En Finlande aussi, les enfants regardent la télé avec tous les textes sous-titrés dans leur langue. Ils apprennent à lire. Ça n'a aucun rapport avec le fonctionnement de l'école. C'est le hasard qui fait que le finnois, il peut parler. Donc, il faut qu'on arrête de prendre un bout qui nous arrange de la Finlande. Alors, soit il y a moins d'heures, soit les enseignants sont mieux payés, soit les écoles sont plus autonomes, selon ce qu'on veut. Vous nous rassurez, parce que là, on sort du film en disant, moi, je vais vivre en Finlande tout de suite. Personne n'a envie de vivre en Finlande, je pense, d'abord. Et il y a peut-être d'autres comparaisons qui sont peut-être plus intéressantes. Par exemple, le Canada est un pays inégalitaire, et pour autant, l'école est plus égalitaire. Ça doit nous interpeller. Dites-nous pourquoi, alors, parce que qu'est-ce qu'ils mettent en place pour que ça devienne plus égalitaire? Il y a, de ce point de vue-là, c'est comme tous les pays qui sont plus inégalitaires, il y a une intégration des enfants des minorités ethniques en particulier qui sont très répandues, évidemment, au Canada. Il y a un souci de la réussite dès les premiers niveaux. Nous, le problème, c'est qu'on laisse s'accumuler les échecs. Et après, c'est coûteux et c'est impossible à corriger. Si on avait un enseignement plus individualisé dans les petites classes, avec, dès qu'il y a un problème, on saute sur le gamin et on regarde, on aurait déjà fait beaucoup de progrès. Je pense que c'est ça, le drame. On fait les évaluations, mais on ne met pas les pansements, quoi, en gros. Les évaluations, elles ont d'autres fonctions, on en reparlera peut-être. Oui, on va en reparler. Voilà, mais en tout cas, c'est pas magique. La Finlande, prendre un bout de la Finlande selon ce qu'on aime. Dire quand on aime l'autonomie, on prend ça. Quand on a les salaires, on prend ça. Non, mais c'est bien de casser le mythe, parce que c'est vrai que quand on sort du film, on se dit, waouh, la Finlande, bon, c'est pas que ça. Enfin, on en sort quand même plutôt emballé quand on regarde certaines images. On dit que les enfants ont l'air plus détendus quand même. Dans les pays de
l'Europe méridionale, les enfants sont plus heureux à l'école. En Italie, en Grèce, en Espagne, ils sont plus heureux à l'école. Bon, alors je me tourne vers vous, Jean-Jacques Hazan, parce qu'il y a quelque chose, on parlait de l'inégalité par rapport à l'école publique, mais il y a quelque chose qui est très frappant dans ce film, c'est l'angoisse des parents. Vous la ressentez, vous, qui dirigez une fédération de parents d'élèves, est-ce que vous sentez à quel point ils mettent à l'intérieur de l'école, on va dire, autant d'espoir, autant voilà. Il y a beaucoup d'espoir et puis il y a beaucoup d'angoisse, ça c'est certain. Et elle provient de plusieurs choses. D'abord parce qu'on ne fait que renvoyer la responsabilité aux élèves eux-mêmes et à leurs parents. En faisant toujours cette sous-traitance pédagogique que sont les devoirs, en mettant une chape de plomb avec des notes, en mettant toujours une épée de Damoclès avec le redoublement. Et puis il y a une autre épée de Damoclès, c'est celle de l'orientation. Aujourd'hui, quand un élève, un enfant veut faire de la photo, peut-être qu'il n'en fera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un conseil de classe qui va décider que non. Et peut-être même qu'il l'enverra quand même là, mais comme il n'y aura pas de place, ça ne marchera pas pour lui. Donc en fait, on décide du sort et de l'avenir des élèves autre part que lui-même ou sa famille. Oui, mais vous écoutez, ce seraient des méchants profs ou des méchants instituteurs. J'imagine qu'ils ont envie aussi de respecter le parcours de l'enfant, non? Sauf que ils n'ont pas forcément envie. C'est l'enfant qui est censé se construire son parcours. Et donc toutes les embûches qui y sont mises font que la pression augmente au fur et à mesure. Vous avez vraiment l'impression qu'il y a une fracture comme ça entre les enseignants et les parents, les familles? La fracture, elle n'est pas obligatoirement entre les enseignants et les parents et la famille. Elle est entre le système tel qu'il fonctionne, qui écrase totalement la volonté de construire d'un enfant, de construire son avenir, son propre parcours. Il faut que aussi... c'est-à-dire que tant qu'on met de la pression sur ça, et si tu n'as pas une bonne note, tu risques de redoubler. Ouais. Et si tu redoubles, tu auras un mauvais bulletin. Et si tu as un mauvais bulletin, de toute façon, on ne te prendra jamais dans l'école que tu veux faire. Bon, bien sûr, ça met une pression assez infernale. Donc il faut changer de paradigme pour ça, parce que sinon, on arrivera toujours à décourager des élèves. Et ensuite, on se demandera comment ça se fait qu'ils ne vont pas en classe. Et puis, avec des sorties sans qualification, sans diplôme, sans rien. En deux mots, vous êtes en train de nous dire qu'on souffre de la diplomite, quoi, en France. Il y a le diplôme, c'est le sésame. On souffre d'abord beaucoup d'une production d'élite. Et ce qu'on recherche toujours, encore maintenant, c'est de produire une élite. Et ce n'est pas de l'obligation de résultat que doit avoir l'école. Elle a une obligation de résultat. Ce que je demandais depuis longtemps, c'est que plutôt que de regarder la dette, la grande dette, et la dette maintenant elle s'appelle souveraine, c'est qu'on regarde la dette éducative. Ça fait 2 ans que je dis ça, donc bien sûr que si un candidat le reprend, ça ne me dérange pas. Oui, ça vous arrangera même. Même ça me pourrait m'arranger. On revient sur l'attitude des parents. On a parfois l'impression quand même en regardant ce film, Marina, qu'il y a des parents qui se comportent en entraîneurs sportifs quasiment. Et très jeunes, avec leurs petits-enfants. Oui, effectivement, parce que c'est effectivement ce qui m'a frappé, c'est que l'angoisse, elle n'est pas propre à un milieu social ou à une catégorie spécifique de parents. C'est-à-dire que donc elle est assez importante dans les classes défavorisées dès le départ, parce qu'on a l'inquiétude vis-à-vis de la réussite scolaire. Et ensuite, il faut être dans la bonne école qui va amener au bon collège, et le bon collège qui va permettre d'accéder au bon lycée, qui va amener à la bonne classe prépa. Donc, et effectivement, cette sélection, elle se fait de plus en plus tôt. Mais tout simplement, j'allais vous demander, vous, en tant que réalisatrice, vous n'avez pas été frappée d'entendre ces parents qui disent, voilà... Enfin, d'ailleurs, on va réécouter ensemble la mère de Raphaël et d'Alexandre, qui parle de l'importance de la réussite, puis on reparle de ça ensemble juste après. On l'écoute. J'ai pas souvenir dans mon enfance d'avoir eu tant de devoirs et de tant de pression et des évaluations. On est dans la société de la réussite. Mon grand, quand il est noté en cours d'acquisition, moyen, très bien et excellent. Voilà. Donc on attend d'eux l'excellence, comme dans la vie des adultes en fait. C'est la société de la réussite. Donc même eux, voilà, même bon, peut-être pas en maternelle, mais déjà en primaire, c'est la réussite. On attend de l'excellence, c'est comme les grands, c'est la société de la réussite. Enfin, c'est frappant quand même. Vous la ressentez, vous, Sébastien Cyr, cette angoisse des parents, cette pression eux-mêmes qu'ils mettent sur leurs enfants pour qu'ils réussissent? On l'a dit, notre système scolaire français, il est basé sur la compétition, sur l'excellence. C'est une construction historique, en fait, de notre système éducatif, qui explique d'ailleurs qu'on a une école primaire et qu'on a ensuite une école du second degré qui commence à partir du collège. La difficulté aujourd'hui de notre école, c'est qu'elle est surtout faite pour les familles des classes moyennes et des classes aisées, qui ont les codes,
qui comprennent ce que l'école attend d'eux et attend de leurs enfants, et qui peut bien sûr fournir l'étayage nécessaire, intellectuel, culturel, pour accompagner ces élèves dans leur scolarité. Le souci, c'est que les familles des milieux populaires, des enfants défavorisés, qui malheureusement qu'on retrouve parfois dans ces élèves en difficulté, eux n'ont pas les codes. Et ils se trouvent dans une forme de distance avec l'école, distance parce que pour des parents qui ont eux-mêmes parfois été en difficulté ou en échec, l'école c'est un souvenir douloureux et on a du mal à franchir la porte de l'école pour rentrer en contact avec les enseignants, même si ces enseignants-là justement cherchent à essayer d'établir des contacts parce qu'ils savent l'importance de la relation école-famille dans la réussite des écoles, dans la réussite par contre du parcours scolaire. Le problème aujourd'hui, c'est que peut-être notre système scolaire devrait avoir un fil à plomb non pas basé sur les meilleurs, mais justement sur ceux qui sont le plus en difficulté, ceux dont on a besoin, et ceux qui ont besoin de l'école, et notamment dans l'accompagnement des familles. Que je comprenne bien, ça veut dire en gros que j'ai du mal à comprendre l'expression fil à plomb. Quand vous voulez dire quoi? Ça veut dire que le niveau doit être fixé plutôt aux élèves en difficulté qu'aux élèves qui réussissent, c'est ça? On devrait, effectivement, notre école devrait s'adapter, devrait être pensée pour les élèves qui ont des difficultés. Et ce, dès les premières classes. Elle devrait être attentive, bienveillante pour ces élèves-là. Ça ne veut pas dire avoir moins d'exigences, ça ne veut pas dire avoir moins d'ambition, mais ça veut dire, tout en ayant une ambition de faire grandir, s'épanouir, de faire réussir les élèves, on doit avoir un fonctionnement, une organisation pédagogique qui soit basée sur l'attention portée aux plus en difficulté. Et dès le plus jeune âge, pour éviter justement les décrochages et pour éviter que dès les premières années de la scolarité, on a des écarts qui se creusent. Alors, dans ce cadre-là, est-ce que les évaluations sont une bonne chose? Je vous pose la question à vous, Marie Durubella. Oui, moi je défends beaucoup les évaluations comparables d'une école à l'autre. Parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'il y a des zones vraiment qui sont complètement déshéritées sur le plan scolaire. On parle beaucoup de la Seine-Saint-Denis, où maintenant même l'accueil à 3 ans devient une faveur. Donc si on n'a pas des évaluations comparables d'une école à l'autre, on laissera dériver le niveau, on abandonnera certains territoires scolaires les plus difficiles. Donc il faut une référence commune. Alors la question, c'est est-ce qu'il en faut autant, etc. C'est une vraie question. Mais je pense qu'il faudrait dissocier des évaluations baromètres communes à toutes les écoles, parce qu'on a un système éducatif. Théoriquement, on apprend la même chose partout. Encore faut-il le vérifier. Et puis des évaluations qui sont les évaluations classiques de l'enseignant dans sa classe pour voir le niveau des élèves. Donc là, on mélange un peu toutes les fonctions d'évaluation. Pour quel genre d'évaluation? Des évaluations communes, les évaluations qu'on appelle les évaluations bilan, qui permettent de comparer les écoles. Celles qu'on voit dans le document, par exemple? Oui, par exemple. Oui, mais voilà, ça, il en faut absolument. Moi, je pense que c'est pas parce qu'elles sont imparfaites qu'il faut les supprimer, parce que sinon, on casse le thermomètre. Et si on casse le thermomètre, il y aura des c'est dramatique. Voilà. Donc, moi, je le défends volontiers parce qu'on voit bien leurs effets pervers, mais en même temps, il faut voir qu'elles sont, à mon avis, tout à fait nécessaires. Alors, pour, contre, autour de la table, allez-y, je vous en prie. C'est bien, tout le monde a envie de parler. Allez-y, Jean-Jacques Azan. C'est très simple. Ces évaluations, pour nous, c'est le thermomètre cassé. C'est-à-dire qu'alors qu'on avait des évaluations qui étaient à la rentrée, qui étaient faites, où on ne cherchait pas à savoir ce qu'il y avait dedans, puisqu'on ne mettait pas en cause l'enseignant, on ne mettait pas en cause la démission des parents, etc. etc. Et le fait d'avoir mis ces évaluations au milieu de l'année ou vers la fin, pour laisser entendre que ça pourrait être, en plus de ça, une meilleure pression pour que les élèves passent ou pas. Voilà. Alors, ou bien on veut des évaluations formatrices. Vous n'êtes pas contre les évaluations, mais vous êtes contre les évaluations telles qu'elles sont organisées aujourd'hui. Totalement. Et on a demandé à ce qu'il y ait un système d'évaluation qui soit repensé, que s'il y a des évaluations, ça soit des évaluations formatrices, c'est-à-dire qu'elles permettent aux enseignants, aux parents, aux élèves de savoir où ils en sont. Ça, il n'y a pas tellement de problème, mais ça se fait en début d'année et au fur et à mesure. Mais si on cherche à avoir quelque chose de comparable, on peut aussi le faire en cherchant à avoir une évaluation du système. Mais cette évaluation du système, elle n'est pas obligatoirement sur 800 000 élèves par classe d'âge. Elle peut être très bien sur un sondage et on va comparer des choses. Oui, vous voulez dire choisir des classes un peu partout en France? Oui, et le ministère aujourd'hui mélange tout ça. Il mélange et une évaluation du système et l'évaluation des élèves et la pression pour l'année d'après. Et à la fin du compte, on a l'impression, et on est entré dans ce système, on apprend ce qu'on va évaluer et on n'évalue pas ce qu'on a appris. On est à renverser la
la barre et on a là vraiment cassé un thermomètre, ce qui fait que d'ailleurs, il y en a qui trichent, il y en a qui répètent, il y en a qui recopient au crayon. Oui, on l'a dit, et dans c'est le pour film, ça qu'on a d'ailleurs, demandé l'arrêt de ce les mamans qui font système-là répéter tel les qu'il est. évaluations qui sont sur Internet. Sébastien Cyr et puis Marina Julienne sur ce problème des évaluations. Oui, mais pour qui et pourquoi faire? C'est vraiment la véritable question. Celles qui sont proposées actuellement en CE1 et CM2, elles ont un effet pervers dénoncé donc par la communauté éducative. C'est elles sont quand même au service de la communication ministérielle, pour dire, regardez, les évaluations d'une année sur l'autre Donc ça veut dire que produisent... pour vous, CE1, CM2, on oublie. C'est-à-dire que celles qui sont proposées actuellement, en fait, ne sont pas au service des élèves, elles sont plutôt au service de la politique de communication du ministère, et surtout pour dire en fait que les réformes de l'école primaire, les nouveaux programmes, l'aide personnalisée, les stages de remise à niveau que nous voyons d'ailleurs dans le reportage, produisent déjà leurs effets sur la lutte contre l'échec scolaire. Alors que si on lit entre les lignes, ce n'est pas vrai en fait. Le noyau dur, les 15-20% d'élèves en grande difficulté, ils persistent malheureusement encore et toujours. Donc les évaluations, elles doivent être au service plutôt de la réussite des élèves. Nous pensons que il faut porter un regard lucide sur le système éducatif, sur ce qui fonctionne et sur ce qui fonctionne moins bien, mais on peut le faire à partir effectivement d'un échantillonnage. On prend un échantillon d'élèves et on regarde un petit peu avec des suivis de cohorte. Parce que nous ne voulons pas d'évaluations qui mettent en concurrence les écoles les unes avec les autres et qui viendraient à creuser les inégalités territoriales ou les inégalités scolaires en fait, que nous connaissons. Mais ceci étant, les enseignants ont besoin d'avoir des outils d'évaluation. Ils ont besoin d'avoir à leur disposition des outils qui leur permettent non pas de classer ou de trier les élèves, mais de comprendre la nature des difficultés et des réussites scolaires pour pouvoir justement mettre en place des réponses pédagogiques adaptées. Marina Julienne, quand vous avez fait votre enquête dans les pays qui nous entourent, il y a autant de notes, autant d'évaluations ou alors c'est une spécificité française? J'ai pas fait l'enquête dans tous les pays qui nous entourent, comme le disait Madame Durubella. Je m'en suis tenue à la Finlande. Donc oui, effectivement, là-bas, il n'y a pas de notes. Il y a des évaluations, comme vous dites, régulières, mais qui sont un peu sous forme de sondage pour avoir une idée du niveau des petits Finnois chaque année. Donc c'est sur une sélection d'écoles. Et juste sur le sujet des évaluations, moi, ce que je trouve le plus choquant sur comment ça s'est organisé en France, c'est les évaluations en maternelle. N'est-ce pas? Parce que ça fait un peu parce que là, pour le coup, c'est évidemment que les professeurs ont besoin de vérifier que les élèves comprennent ce qui leur est expliqué et où ils en sont, de leur progression, etc. Mais ça doit être une évaluation individuelle au cours de la journée de classe. On ne peut pas se permettre de faire rendre, comme je l'ai vu là, copie blanche à des enfants qui ont 5 ans. Enfin, je pense que c'est quand même... ça va trop loin. Ou les remarques pour moi, ça va qu'on a trop pu loin. voir dans le documentaire. Ces évaluations, elles sont catastrophiques parce qu'elles ont mis des élèves en échec sciemment. C'est-à-dire que sciemment, on savait que ça allait se passer comme ça. C'était évident. Et puis, on parlait tout à l'heure, c'est vous, Sébastien Cyr, qui parliez de la confiance en soi pour les élèves. Là, pour le coup, ça peut la casser sérieusement, non? Ça la casse sérieusement. C'est pour ça qu'il y a des enseignants qui ont un petit peu trafiqué les choses. Parce qu'ils n'ont pas envie de mettre leurs enfants en échec dès le premier jour. Ils préfèrent être un peu plus bienveillants qu'autre chose. Alors, je vous pose la question sur les pays qui nous entourent, parce que je voudrais savoir, peut-être avec vous, Marie Durubella, parce que vous avez peut-être une bonne vision de ce qui se passe ailleurs. Notre système éducatif, qui a été longtemps donné en exemple, aujourd'hui, il est vu comment à l'extérieur si on le compare aux autres? Il y a le fameux, comme on dit, je ne vais pas arriver à trouver mon mot, mais le rapport PISA, c'est ça? C'est pas terrible, on n'est pas très bien noté. Oui, enfin, faut pas exagérer. On est dans la moyenne, comme la plupart des pays. La plupart des pays sont moyens. C'est comme de Gauss. On est moyen. 22e ou 27e sur 65. Oui, non, mais on est moyen. On n'est pas significativement différent des États-Unis, des pays qui nous entourent. Alors, il y a quelques élèves il y a quelques pays, qui sont meilleurs que nous, mais je trouve qu'il y a une vision beaucoup trop dramatique. On est moyen, alors qu'on voudrait être excellent. Ok, donc on est tristement moyen. Mais à l'extérieur, peut-être de façon un peu bizarre, mais notre pays n'est pas mal considéré. Il y a au contraire une image encore un peu romantique, tout à fait fausse, de l'école française, de son excellence. Donc je ne suis pas sûre du tout qu'on ait cette vision-là. Alors c'est vrai que les observateurs qui viennent dans nos classes trouvent que c'est beaucoup trop strict, que les enseignants sont sur leur piédestal, que les relations ne sont pas chaleureuses. C'est sûr que quand on voit les petits Finlandais lire les pieds sur les chaises ou allongés par terre, c'est... Oui, il y a un climat qui est différent, mais c'est vrai que le climat, il s'inscrit dans toute une société. Effectivement, dans les pays anglo-saxons, on a toujours fait une éducation totale, où les gamins font du sport, où les enseignants déjeunent, par exemple en Italie, les enseignants déjeunent, ils vont à la cantine avec les élèves. Donc, il y a un climat général, mais le climat, il est dur à changer parce qu'il s'inscrit sur des rapports qui sont dominants dans notre société. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas faire des emprunts
ponctuel aux autres pays. Il faut penser tout ensemble. Et je pense qu'il y a autant de modèles dans les pays du Sud que dans les pays du Nord. Ah, je vais vous décevoir un peu parce qu'on va réécouter un dernier extrait. C'est lorsque François Dubé parle de la pédagogie individualisée en Finlande. C'est quand même une piste intéressante. C'est parce qu'on la connaît aussi, parce qu'il y a eu plein d'observateurs qui sont allés en Finlande, bien sûr. Ouais, on va aller avec vous dans d'autres pays grâce à vous. On va quand même réécouter François Dubé. On en rediscute après. Si vous avez d'autres propositions, ça nous intéresse bigrement. On écoute. Dans ces écoles-là, on a appris à individualiser la pédagogie, alors qu'en France, on dit c'est quand l'élève échoue qu'il faut individualiser. Non. Le maître ne donne pas un exercice à 30 élèves, il donne 8 exercices à 25 élèves parce qu'il considère que les exercices doivent être adaptés au niveau des élèves afin que chacun progresse. Si je donne un exercice, effectivement, j'ai ceux qui savent le faire, ceux qui savent faire à moitié et ceux qui ne savent pas faire. Voilà, et ceux qui ne savent pas faire, je suis désolé pour eux. Voilà, alors dites-nous ce qu'il y a d'autre d'intéressant dans d'autres pays du Sud, notamment. Non, moi, il y a une question que je voudrais poser, qui est rarement posée, c'est finalement, c'est quels jeunes qu'on veut former. Parce que je vais prendre un exemple de PISA. Le Japon est très bon à PISA, la Corée est très bonne à PISA. Oui. Mais en même temps, on sait que les jeunes ont des problèmes terribles dans ces pays. On voit apparaître une catégorie de jeunes qu'on appelle maintenant dans le langage de l'OCDE des NEETs, des Not in Education, Employment and Training. Ils sont même pas en formation, ils sont pas en emploi, ils sont chez eux, et ils sont complètement désadaptés. Et pourtant, ils sont très bons à PISA. Donc on arrête de faire toute la politique éducative à l'aune de PISA, de ces comparaisons internationales. Je pense que ça marque beaucoup, et dans la communication ministérielle. Alors on le fait à l'aune de quoi, dites-nous? Non, mais on devrait plutôt repenser quel genre de jeunes on a envie de former. Oui, oui. C'est dit dans le film d'ailleurs. Hein. Mais oui, bien absolument. Il faut arrêter d'être obsédé par ces classements internationaux. C'est comme le triple A et toutes ces choses-là. L'individualisation dont parlait François Dubé à l'instant, même si elle est en Finlande, elle est intéressante. Puisque plus on individualise, plus on respecte l'élève, l'enfant. Oui, mais il faut quand même des objectifs communs. Il y a eu quelques années, une candidate à la présidence de la République disait un collège pour chacun. Ségolène Royal, vous voilà. voulez dire ? Et avec François Dubé, on s'occupait d'une consultation sur les collèges. On dit attention, un collège pour chacun. Non, un collège pour tous. Il faut aussi des références communes. Et donc, il y a quand même un danger à l'individualisation, c'est qu'on fasse chacun à son truc à lui, et il n'y a plus rien de commun. Donc, je pense que le bagage commun, il faut quand même le penser. Donc, c'est individualisé pour un bagage commun. Alors, la refonte, par exemple, du primaire et du collège, parce que ça, on en parle. Alors, pas uniquement à cause de la Finlande, hein, mais on en parle beaucoup en France. Il y a un moment, on se dit, est-ce qu'on n'a pas construit une frontière qui est artificielle, puis surtout qui est mauvaise entre le primaire et les collèges? Sébastien Sia, vous en pensez quoi? Cette construction, je le disais tout à l'heure, c'est une construction historique qui est liée à l'histoire de notre système éducatif. Hein. Le lycée napoléonien, c'est le lycée d'excellence, et puis d'un côté, l'école primaire supérieure. Et il est vrai qu'il y a eu, dans notre histoire, des choix politiques, des arbitrages qui ont été rendus et qui ont ancré l'organisation de notre système éducatif avec d'un côté le premier degré, l'école primaire, avec des professeurs des écoles, avec une identité professionnelle propre, et de l'autre côté des professeurs de collège et de lycée, ou des professeurs de lycée enseignant en collège avec leur propre identité également. Hein. Et ce qui veut dire que nous sommes aujourd'hui face à cette réalité, et nous savons que les élèves ont besoin de travailler à de meilleures transitions entre l'école primaire et le collège, parce que c'est un temps de rupture où on passe de 6 heures de classe avec un seul professeur à 5 heures, 6 heures de classe, on change... Allez au bout de ce que vous pensez, parce que vous dites réaménagement, réforme, etc. Bien, refonte, on dit que de la première année de primaire jusqu'à la dernière année de collège, par exemple, ça fait un seul système, ou on en garde deux, mais avec des passerelles plus grandes? Je pense qu'il faut travailler à de meilleures transitions. De meilleures transitions entre l'école maternelle et l'école élémentaire. De meilleures transitions entre l'école primaire et le collège. Et comment on fait ? Et le faire tout doucement. Vous savez, on ne peut pas, on ne pourra pas changer du jour au lendemain, balayer d'un revers de la main l'organisation d'un système éducatif qui a des décennies et des décennies. Parce que nous avons d'un côté des professeurs des écoles qui ont été formés à enseigner tous les domaines, toutes les matières en fait à une seule classe, et d'un autre côté des professeurs qui enseignent une discipline à plusieurs classes. Et donc ces identités professionnelles, en fait, elles ont besoin aujourd'hui de formation commune, elles ont besoin d'échanger, de travailler ensemble. Les professeurs de CM2 devraient travailler avec les professeurs de collège, devraient avoir un temps de concertation en commun, se voir plus souvent, échanger sur les mêmes questionnements qu'ils ont sur les difficultés qu'ont les élèves dans l'apprentissage de la lecture, dans la maîtrise en fait des mathématiques, ou dans leur capacité un petit peu à réfléchir ou à penser le monde. Et ces temps-là, on devrait commencer par là pour aller progressivement vers de meilleures transitions entre le primaire et le collège. Jean-Jacques Hazan, vous le ressentez,
constatez, vous, du côté des parents d'élèves, effectivement, il y a une rupture. À chaque fois qu'on passe de l'école maternelle au primaire, du primaire au collège, il y a une frontière difficile à un moment. Il y a même un début de rupture quand on passe de la grande section de maternelle au CP, oui, puisqu'on ça, va dire aux parents, là, votre enfant, il ne connaît pas ces 3 alphabets. D'ailleurs, j'ai un jour appris qu'il y avait 3 alphabets, mais bon. Et puis c'est pareil quand on va en 6e. Mais quand un élève passe du collège au lycée, on lui fait pareil. C'est-à-dire, on fait comme s'il n'avait jamais rien appris et qu'il fallait lui réapprendre la totalité de l'encyclopédie. Alors que c'est pas a priori à ça que tout ça doit être destiné. Donc il y a ces éléments de rupture, et si on veut en finir avec une rupture, c'est sûr, hein, ce que dit Sébastien Serret est juste, on va pas faire ça en claquant des doigts. Oui. Nous, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait une loi d'orientation, une loi de programmation, qui règle un peu de problèmes financiers, de moyens, parce que quand même on en a perdu beaucoup, et puis qui remette en chantier un certain nombre de choses. Et il va falloir remettre en chantier notre école si on veut atteindre 85% d'une classe d'âge au bac, 50% à bac plus 3, pas de sortie sans qualification. On peut pas faire comme s'il n'y avait rien à transformer, et on doit bien remettre ça en chantier. On n'entend personne dire 85% d'une classe d'âge au bac, même si c'est la réalité, hein, aujourd'hui encore dans les objectifs, mais on a l'impression justement que tous ces messages-là... Oui, non. Je parlais des candidats à la présidentielle, à moins que vous vous déclariez sur ce plateau, Jean-Jacques Castan. De toute façon, je n'ai pas les signatures. J'en ai beaucoup plus, mais sur une pétition. C'est à la mode en ce moment de se déclarer sur un plateau de télévision. Remarquez, on a bien 500 élus locaux qui ont signé notre pétition pour l'avenir pour l'école et l'ambition pour l'école. Non, pas du tout. Mais il y a une nécessité de transformer cette école et de lui donner des objectifs, de lui redonner ses objectifs. Tant qu'on fait comme si on ne va pas dépenser autant, parce que de toute façon, ils n'y arriveront jamais, ou alors de toute façon, en 1980, on dépensait moins. Oui, mais sauf qu'en 1980, on avait 20% d'une classe d'âge au bac et ça gênait personne. Alors, on se retrouve là sur ce plateau dans un moment un peu particulier, puisqu'on est à 70 jours, un peu moins de l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous leur demandez clairement, alors vous qui représentez les professeurs des écoles, qu'est-ce que vous leur demandez clairement aux candidats à l'élection présidentielle? Qu'est-ce qui doit changer, on va dire, rapidement, et puis ensuite plus sur le long terme? Écoutez, déjà, un premier élément qui nous satisfait, c'est que nous avons au cœur, pour l'instant, des projets politiques, la maternelle et l'élémentaire, qui sont considérés comme une des priorités. C'est quelque chose pour nous pour lequel nous avons beaucoup de satisfaction, parce que justement, les décrochages, les difficultés scolaires, elles commencent dès les premières années. Il faut mettre la priorité. Maintenant, comment il faut transformer, améliorer l'école? Il faut s'attaquer, il faut faire d'abord un constat lucide sur les difficultés de notre école, et il faut s'attaquer à la fois à l'échec scolaire, au fait que justement on a des élèves issus des milieux défavorisés qui sont très tôt en fait en difficulté, et il faut également travailler à la relation école-famille, parce qu'on a des enfants et on a des familles qui sont pas toujours très à l'aise avec l'école. Et à cela, nous voyons trois leviers indispensables sur lesquels nous devons transformer l'école. Parce qu'on voit bien que le débat tourne autour de tout ça. Ça passe bien évidemment par des effectifs, mais je pense qu'il faut regarder il faut voir qu'il y a des inégalités territoriales avec des écoles qui concentrent les difficultés et d'autres qui n'en ont pas. Donc il faut déjà mettre le paquet sur les écoles qui concentrent les difficultés scolaires, notamment avec ce que nous on appelle le plus de maîtres que de classes. Il ne faut pas faire du saupoudrage. Ce n'est pas du saupoudrage. Le plus de maîtres que de classes, c'est permettre dans des écoles qui ont 5 classes d'avoir 7, 8 enseignants, ce qui permettrait de faire du sur-mesure pédagogique, non pas en remédiation après la classe, mais pendant la classe, tout au long de la semaine, en faisant des décloisonnements pour faire travailler les élèves en petits groupes, en permettant aux enseignants d'intervenir à 2 dans la classe pour varier les formes pédagogiques et les formes d'aide aux élèves. 2 autres propositions indispensables, le travail en équipe. On le voit, l'enseignante de CE1, la solitude du métier d'enseignant. On est seul face à son cahier en train de corriger les évaluations de CE1 et on se pose des questions professionnelles. Permettre aux enseignants de travailler à plusieurs, de croiser les regards sur les difficultés, sur la réussite des élèves, c'est indispensable. Et 3e levier, c'est la formation, c'est incontournable. On doit aujourd'hui mettre le paquet sur la formation professionnelle des enseignants, à la fois pour avoir des enseignants qui puissent travailler et savoir comment on travaille au lien avec les familles, pour avoir des enseignants qui savent travailler en partenariat entre eux, avec les parents, mais également avec d'autres acteurs éducatifs, et enfin avoir des enseignants qui soient des apprentissages, des professionnels des apprentissages scolaires, pour savoir comment on travaille l'apprentissage du langage, l'apprentissage de lecture, l'apprentissage de la numération. Jean-Jacques Castan, vous qui représentez les parents d'élèves, enfin une fédération de parents d'élèves, ça vous préoccupe évidemment beaucoup, au point d'ailleurs que vous organisez une journée, je crois que c'est en mars, le 17 mars, non? Le 17 mars, on organise une journée d'interpellation de tous les candidats, où on a invité un certain nombre de candidats à venir s'exprimer devant les parents et à exposer leurs solutions, leurs projets.
L'école aujourd'hui, elle souffre d'abord de quelque chose, c'est qu'il n'y a plus d'objectif et il n'y a plus de cap, il n'y a plus d'ambition, il n'y a plus de cap au sens de l'organisation des choses. Et on a abandonné les moyens, les vrais moyens, c'est-à-dire la formation des enseignants. Parce que si on ne forme pas les enseignants, vous êtes on a totalement d'accord. Il faut reprendre ça. Et déjà, la situation antérieure ne nous satisfaisait pas. On pensait qu'il fallait une année supplémentaire pour avoir plus de formation à la pédagogie, à la psychologie de l'enfant, à la psychologie. Oui, peu importe, à la limite, nous, on n'est pas attaché à un système, à une question de statut. On va dire une année supplémentaire sur la pédagogie, le rapport à l'enfant, la réalité de l'enseignement. Et les enseignants souffrent d'une chose dans les enquêtes, c'est de l'hétérogénéité des classes, la difficulté de gérer des milieux totalement hétérogènes. Si on veut améliorer ça, il faut améliorer la pédagogie. Et pour nous, l'essentiel, c'est dans la classe. Et depuis quelques années, le ministère nous fait regarder surtout ce qui se passe dehors. Et c'est pas ça qui marche. Parce que ce qui se passe dehors, c'est ce qui se passe dans les familles. Et ce qui se passe dans les familles, ça génère des inégalités toujours un peu plus grandes, toujours un peu plus aggravées. C'est la seule chose qu'on sait. C'est que si on renvoie au milieu familial et si on sous-traite aux familles, comme en plus c'est très mauvais sous-traitant, parce qu'il y en a un sur deux qui sait, l'autre sait pas. Il faut surtout pas faire ça. Alors, parce que là, on aggrave le système. Dans votre journée du 17 mars, qu'est-ce qui va se passer exactement? Qu'est-ce que vous allez demander aux candidats? On a adressé aux candidats, bien évidemment, le projet éducatif de la FCPE qui a été adopté en congrès à Nancy en juin dernier. On leur a adressé aussi 12 fiches de la maternelle sur le statut de parent, sur la garantie d'égalité, parce que pour nous, l'école doit garantir une égalité et doit se fixer des objectifs d'obligation de résultat à elle. Et on ne peut pas passer à côté de ça. Et vous leur demanderez quoi? De se signer une charte? Non, on ne va pas leur demander de signer une charte. On leur demande dès maintenant de s'engager par écrit à répondre à tout ça. Et puis, on va les interviewer. Il y a un site sur l'interpellation des candidats et pour la présidentielle 2012 qui est en ligne, où on a des parents d'un peu toute la France qui mettent des petites vidéos, qui mettent des questions et qui interpellent les candidats. Et je pense qu'il y a un exercice démocratique indispensable aujourd'hui pour l'école, parce que si on pense que c'est l'essentiel et que c'est là qu'il faut investir, eh ben, il faut que ça se fasse en vrai et pas juste en disant 3 mots. On n'a plus que 2 minutes. Marie de Rubella, si vous n'aviez qu'un conseil à donner à un candidat aujourd'hui, ce serait quoi? Ne pas jouer la carte de la concurrence. Parce que tant qu'on est dans la formation commune, ça tue le système. On a vu la pression que ça entraîne. Or, j'ai vu dans le programme d'un parti, on va publier les évaluations, comme ça, tout le monde sera en concurrence. Et ça va être encore pire. Je pense que la concurrence, elle viendra après, dans le supérieur, je ne sais où, mais pas dans la formation commune. Marina, vous avez le mot de la fin, c'est vous qui avez fait ce document. Non, mais juste pour rester sur la comparaison avec la Finlande, c'est vrai que les conditions sont plus faciles, il y a moins d'enfants, les classes sont plus homogènes, et pourtant, ils ont plus de profs, ils ont un enseignement beaucoup plus individualisé, ils ont moins d'heures de classe, mieux réparties, enfin bref, ils font tout le contraire de ce qu'on fait, et ils ont des meilleurs résultats. Donc, moi, je pense qu'il y a certainement... il serait bon de s'en inspirer, même si évidemment on ne peut pas calquer ce modèle sur notre modèle français. Voilà. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'y avoir participé. La semaine prochaine, vous retrouverez Benoît Duquesne pour un nouveau numéro du Docu-Débat consacré cette fois à un sujet totalement différent puisqu'il s'agit de la bataille de Dien Bien Phu. Excellente soirée sur Public Sénat. Merci. Bonsoir.